Alors que Netanyahou, en plus de poursuivre la politique génocidaire à Gaza, annonce poursuivre sa politique de colonisation avec 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, il n'y a plus aujourd'hui que Marine Le Pen pour soutenir inconditionnellement l'extrême droite israélienne. Non seulement en faisant cela, Marine Le Pen et l'extrême droite française se rendent complices de l'extrême droite génocidaire israélienne, mais en plus de cela, elle le fait contre la France, puisque vous avez dû entendre le suprémaciste Ben Gvir qui menace la France d'actes terroristes et d'atteintes physiques contre la personne du président Macron, et Netanyahou qui va jusqu'à, lui, accuser Emmanuel Macron de partir en croisade contre l'État juif. Donc évidemment, non seulement l'extrême droite est maintenant complice directement du génocide à Gaza, mais en plus elle le fait contre notre propre pays. Et je le redis, la France a un devoir, selon ses obligations internationales, d'arrêter le génocide et de tout faire pour arrêter le génocide. Donc il faut évidemment décréter des sanctions à l'encontre de Netanyahou et de son gouvernement. Il faut décréter un embargo sur les armes, suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je le dis, la France pourrait d'ores et déjà, elle, suspendre tout commerce avec l'État d'Israël et évidemment reconnaître l'État de Palestine. Je le dis parce que nous avons honte quand en France, une enseignante est suspendue pour avoir juste accédé à la demande d'effectuer une minute de silence pour les enfants de Gaza, de même que nous avons honte quand nous voyons que dans notre propre pays, un gala de génocidaires a été organisé la semaine dernière, le 27 mai, sur le territoire français par l'association Diaspora Défense et Force, avec un quiz qui donne la nausée. Je vous donne un exemple. Question qui était posée sous les rires-hilars de tout le monde. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 55% sont des civils, cela fait combien de Gazaouis qui sont morts? 10,5%, 24,6%, 1,3% ou 5,5%? Quel est le bon chiffre? Voilà par exemple les questions qui étaient posées avec une animation par Barbara Lefebvre, qui, je le rappelle, s'est notamment fait connaître en appelant sur RMC à vider la bande de Gaza de ses habitants, à la transformer en zone vierge, en disant que personne n'était innocent à Gaza, et la présence de Bernard-Henri Lévy, de Enrico Macias, de Laurence Ferrari, de Franz-Olivier Gisbert, de l'animateur Arthur et de beaucoup d'autres. Et je rappelle que la députée Caroline Yadan, mais aussi Astrid Panosyan-Bouvet, avant d'être ministre du Travail, avait participé à des conférences organisées par cette même association. Et je le dis ici, il est inacceptable, d'autant plus à un moment où tant de voix s'élèvent pour dénoncer le génocide et la famine en cours à Gaza, il est inacceptable que de tels événements qui font l'apologie de crimes contre l'humanité et l'apologie du terrorisme puissent se tenir en France. Nous sommes dans ce contexte d'autant plus fiers que Rima Hassan soit en ce moment même embarquée sur la flottille de la liberté avec d'autres militants et notamment Greta Thunberg. Elles incarnent aujourd'hui le courage de l'action face à l'inhumanité de beaucoup des pays du monde, le refus absolu de laisser la Palestine et les Palestiniens disparaître. Elles sont aujourd'hui l'honneur de l'humanité tout entière qui, aux côtés des peuples du monde, ne cesse de manifester pour redire sans relâche leur solidarité avec le peuple palestinien. Et puisqu'il y a un danger réel, je rappelle que le 2 mai, un précédent bateau de la flottille de la liberté avait été attaqué, le 2 mai 2025. Il faut évidemment ne pas quitter des yeux cette flottille de la liberté, car notre soutien est leur meilleure protection. Alors la semaine dernière a été marquée à l'Assemblée par des reculs écologiques sans précédent. Alors que l'ONU vient d'annoncer que d'ici à 4 ans, le réchauffement climatique devrait dépasser les 1,5 degrés, c'est-à-dire l'objectif qu'on s'était donné dans les accords de Paris, avec des conséquences dramatiques, la Macronie n'a rien trouvé de mieux à faire que de détricoter le zéro artificialisation net, de détricoter le droit à l'environnement, de favoriser les méga-bassines, de réintroduire des néonicotinoïdes qui pourtant avaient été interdites en 2019, qui sont l'équivalent, selon plusieurs chercheurs, soit du scandale du chlordécone pour l'Hexagone, soit du scandale de l'amiante, donc avec des conséquences sur la santé du peuple de France qui seraient immenses, et de se réjouir sur la reprise des travaux d'une autoroute qui est l'autoroute A69, inutile, archaïque, dangereuse, et qui ferait que des centaines d'hectares agricoles et naturels seraient ainsi artificialisés, et ce, avec l'invention de nouveaux 49.3 que vous avez du coup découvert, puisque nous avons découvert un nouveau coup de force antidémocratique, c'est-à-dire le détournement de la motion de rejet comme un 49.3 pour faire en sorte que la seule assemblée qui est élue au suffrage universel direct ne puisse pas discuter et voter sur ces textes. Et donc nous demandons le retrait de ces textes qui n'ont aucune légitimité parlementaire.
Et nous attaquerons s'ils voulaient continuer au Conseil constitutionnel. Et puisqu'ils aiment parler d'obstruction pour 250 amendements, 230 même je crois lorsque on regarde hier, je rappelle que la seule vraie obstruction que nous avons eue depuis le début de ce mandat, c'est l'obstruction dont nous avons été victimes dans notre niche parlementaire, qui était un record. Obstruction sur, je le rappelle, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc nous prendrons toute notre part jeudi dans l'hémicycle sur la résolution qui sera présentée jeudi matin, qui évidemment est une résolution non contraignante, mais qui prouvera encore une fois que non seulement nous avons une majorité dans le pays, que l'ensemble des syndicats sont toujours pour l'abrogation de la retraite à 64 ans, mais que nous avons y compris une majorité très large dans l'Assemblée nationale pour revenir sur ce vol de 2 ans de vie volé au peuple de France. Je termine juste par un point. Nous avons obtenu hier en commission des victoires très importantes sur la PPL Grémillet. Vous savez, c'est cette proposition de loi qui fait office de programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque le gouvernement refuse depuis 2 ans de le faire. Donc nous avons, grâce à des amendements insoumis, réussi à renationaliser EDF, c'est-à-dire à faire qu'elle redevienne un établissement public, mais nous avons aussi gagné le retour au tarif réglementé du gaz. Donc ce sont des amendements que nous avons gagnés, nous insoumis, et nous avons, je crois, gagné une autre victoire importante ce matin en conférence des présidents, puisqu'ils nous ont proposé un temps législatif programmé pour, encore une fois, restreindre les débats en conférence des présidents, que nous avons voté contre, mais qu'il y avait une majorité pour le faire. Ça vous rappelle d'autres moments où ils ont refusé de faire voter. Et que, puisqu'ils ont voté le temps législatif partagé, j'ai donc exercé mon droit de tirage comme présidente de groupe, qui fait monter à 40 heures le temps de débat sur la proposition de loi Grémillet. Et je crois que ce n'est pas trop quand on parle de l'orientation pour des années et des années de la trajectoire énergétique de la France. Et je vais commencer par donner la parole à Karen Hérodi sur la 69. Pardon. Merci. Hier soir, en hémicycle, c'était une victoire. L'Assemblée a adopté notre motion de rejet, défendue par ma collègue Anne Steinbach-Ternoir, contre la proposition de loi portée par des députés tarnais, M. Terlier et Bonnecarrère, relative à la raison d'intérêt public majeur pour l'axe routier A69 Toulouse-Castres. C'est une proposition de loi visant à court-circuiter du coup la décision de justice et à imposer un projet, le projet de la 69. La raison d'intérêt public majeur n'est donc pas reconnue par ce vote à l'unanimité des députés présents. Les opposants de la 69, les collectifs, les militants et les citoyens et citoyennes ont donc eu raison, tout comme l'avait prononcé le tribunal administratif de Toulouse lors de l'examen sur le fond du dossier le 27 février dernier. Par le vote des députés portant cette loi, encouragés par leurs amis d'extrême droite, ils ont ainsi coupé court au débat sur la loi de validation qui est inconstitutionnelle. Ils ont auto-rejeté leur propre projet de loi pour contourner la seule assemblée représentant le peuple, comme le disait Mathilde, pour contourner le processus démocratique et s'attaquer à la justice. Jamais personne sous la Ve République n'avait, jusqu'à la semaine dernière, osé s'abaisser à un tel niveau de perversité et d'immoralité. L'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi qui n'a donc plus aucune légitimité. Le seul vote de l'Assemblée nationale sur la 69 aura rejeté massivement cette loi. La Macronie doit maintenant l'abandonner. Et s'il s'entête à utiliser du coup le 49.3 parlementaire, à enjamber la seule Assemblée nationale, nous attaquerons du coup au Conseil constitutionnel pour non-sincérité des débats et mise en cause du droit d'amendement. Mon groupe LFI et NFP ne se laissera jamais impressionner par aucune manœuvre et continuera à user de tous les outils parlementaires et recours à sa disposition pour combattre le projet A69 écocidaire, inutile et imposé par la Macronie et ses alliés d'extrême droite. Merci. Merci. Alma Dufour. Oui, parmi ce cortège de recul écologique, il y a eu aussi la suppression d'un dispositif que vous connaissez qui s'appelle les zones à faible émission, les ZFE. Et je suis là pour clarifier certaines choses, et notamment sur le vote de la France Insoumise, puisque nous avons voté contre le retour effectivement des ZFE qui avaient été supprimés en commission. Il ne faut pas confondre les reculs réels dont nous avons parlé, que ce soit sur la loi du plomb, sur la 69, avec la question des ZFE. Je suis, comme vous le savez, depuis très très longtemps, depuis une dizaine d'années au moins, activiste pour le climat. Je suis élue sur une zone industrielle, dans une zone périphérique qui manque de transports en commun, dont les gens sont pauvres. Et je dois le dire, dans la métropole de Rouen, la ZFE n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée car les gens n'ont pas les moyens de l'appliquer. Elle n'a pas donné lieu à une augmentation suffisante des cadences de transport en commun, ni à une baisse des tarifs qui ont d'ailleurs augmenté.
pas vraiment sous la volonté de la métropole, mais qui s'est retrouvé asséché. Nous avons tenté d'ailleurs pendant 2 ans de permettre aux métropoles de toute la France d'augmenter ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est une taxe qui leur permet de financer elles-mêmes leur réseau de transport, et la Macronie s'y est farouchement opposée. La Macronie a fait plus que ne pas accompagner les ZFE. Elle a réduit considérablement à la fois le soutien au transport en commun dans le budget, mais aussi le soutien à l'achat des véhicules propres. Les aides à l'achat, dans le budget 2025, que je rappelle a été passé en force à coût de 49,3, elles ont été divisées par 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le reste à charge pour une voiture électrique est passé de 9 500 € au début de la mise en place des ZFE pour les Dacia à 26 000 € pour les R5. De 9 500 € à 26 000 €. Il n'a jamais été aussi cher de s'acheter une voiture électrique. Donc on voit qu'en fait, le gouvernement a tout fait, absolument tout fait, pour que les ZFE soient un échec total et, encore une fois, une mise en cause d'une écologie qui serait punitive. Mais parce qu'en fait, la seule écologie punitive qui a été mise en place jusqu'à présent, elle a été par Emmanuel Macron. On reproduit toujours les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on ne peut juste pas respecter les ZFE, donc nous avons voté contre, parce qu'il n'y avait aucun moyen de le faire. Nous prônons les transports gratuits, l'augmentation des cadences, qui serait en plus pour la santé des gens, parce que la ZFE est un mécanisme sanitaire, ne l'oubliez pas, et non un mécanisme climatique. Pour la santé des gens, il est démontré qu'une politique d'augmentation des transports en commun et de gratuité des transports en commun serait 10 fois plus efficace. 10 fois plus efficace. Donc on est allé complètement dans le mauvais sens, on refuse que les classes populaires soient l'objet d'un espèce de chantage d'un gouvernement qui n'en a visiblement absolument rien à faire. Les ZFE ne sont applicables que s'il y a une reprise en main forte du secteur de l'automobile, une reprise en main forte des prix qui sont proposés à l'achat pour les ménages et une reprise en main forte du développement des transports en commun. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc nous avons refusé le retour des ZFE tant que ces conditions ne sont pas réunies. Merci beaucoup. Thomas Porte. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois pour alerter sur le climat raciste qui règne dans le pays et les conséquences qui en découlent avec l'assassinat, l'attentat terroriste, puisque le parquet national antiterroriste, et on s'en félicite, a été saisi suite au meurtre d'Hicham Miraoui. D'abord, évidemment, présenter nos condoléances à sa famille, ses proches et ses amis. Et cet assassinat, il vient dans un contexte politique particulier. Quelques éléments. Le 8 mars 2025, des coups de feu ont visé les locaux d'une association culturelle franco-maghrébine à Val-de-Morteau. Le 13 mars 2025, à Grenoble, un chauffeur de bus musulman a été menacé de mort. 16 avril 2025, Joué-les-Tours, 2 amis d'origine algérienne victimes d'une agression raciste. 20 avril 2025, Cognac, des tags qui demandent aux Arabes de partir. 25 avril 2025, assassinat d'Aboubacar Cissé. 4 mai 2025, la mosquée de Sucy-en-Brie sur son répondeur, des messages et des menaces de mort. 4 mai 2025, à Lyon, une femme voilée tabassée en pleine rue avec des cris racistes et son voile jeté par terre. 12 mai 2025, Orléans, des autocollants déclarant des zones anti-musulmans. 14 mai 2025, à Lorient, une tête de porc décapitée devant des bâtiments où habite une communauté musulmane. 24 mai 2025, à l'hôpital en Moselle, un ancien lieu de culte musulman saccagé. Et évidemment, ce week-end, le meurtre et l'assassinat abominable d'Hicham Miraoui. Tout cela s'inscrit, je le dis, dans un contexte politique où des responsables créent ce climat, alimentent un racisme d'atmosphère, et en premier lieu, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui ne cesse de courir après l'extrême droite, qui relaie ses idées, ses mots, installe dans le débat public des propos qui encouragent les passages à l'acte. Et la responsabilité immense de celles et ceux qui, sur les plateaux télé, notamment sur les chaînes du groupe Bolloré, passent leur journée à cibler les étrangers, les Arabes, les musulmans, les Noirs, pour les présenter comme des ennemis de l'intérieur, avec des gens qui passent à l'acte. Et le profil de l'homme qui a assassiné Hicham Miraoui ce week-end n'est pas un profil anodin. Cet homme-là a diffusé, avant et après son assassinat, des vidéos racistes. Il a retweeté Philippe Vardon, conseiller régional d'extrême droite, Gilbert Collard, ancien député RN, Marine Le Pen, David Racheline, maire RN de Fréjus. L'assassinat de ce week-end, il a été directement inspiré par les idées du Rassemblement national. Les mêmes députés du Rassemblement national qui ont encore été épinglés hier par vos confrères des Jours, qui ont révélé un groupe Facebook, Le Nouveau. C'est le 3e en quelques mois où 9 députés du Rassemblement national étaient présents dans un groupe où il y avait des propos racistes, des appels au meurtre, des propos antisémites, sans que ces députés ne les signalent. Certains avaient même liké les messages et ont quitté discrètement le groupe après les révélations du média Les Jours. Donc il faut aujourd'hui prendre la mesure de la situation dans le pays. Nous avons déposé, avec notre groupe parlementaire, une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite. Nous avons aujourd'hui des gens qui, dans le pays, s'arment, passent à l'acte. Et je ne peux pas terminer sans parler de Jamel Benjabala,
qu'il y a quelques mois a été assassiné devant sa fille de 10 ans par un militant d'extrême droite qui lui a roulé à 3 reprises dessus, membre du groupe Patriote Française, sans que cela ne suscite aucune réaction du pouvoir politique. Aujourd'hui, Bruno Retailleau est un incendiaire qui fait mine de s'insurger du racisme et de ses conséquences alors qu'il l'alimente chaque jour à la tête du ministère de l'Intérieur. Cet homme est aujourd'hui un danger pour toutes celles et ceux qui sont dans ce pays, qui sont d'une autre religion, qui sont dans les minorités. Et tant que Bruno Retailleau sera à la tête du ministère de l'Intérieur, des gens seront en danger dans ce pays. Merci. Merci. Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est pour vous annoncer le dépôt d'une autre commission d'enquête. Et nous espérons que suffisamment de groupes seront d'accord avec celle-ci pour qu'elle puisse s'exercer sans notre droit de tirage, puisque nous l'avons pour notre part épuisé. C'est sur la gestion de la sécurité publique après le match Paris Saint-Germain, Milan AC et ses suites. D'abord parce qu'il est quand même assez étonnant en France que le droit de manifester ou le droit d'exprimer une fête populaire de liesse finalement ne puisse pas se passer de manière correcte et dans la tranquillité pour les participants, quand en plus 95%, je le dis à la louche, mais ça doit correspondre à peu près à ça, de ces participants sont venus avec des intentions pacifiques. Alors on peut se demander pourquoi, puisque nos voisins y parviennent, que ce soit à l'occasion des célébrations de matchs de foot, mais aussi des manifestations politiques, et alors même que, le moins qu'on puisse dire, nous avons un nombre en général de policiers mobilisés et suréquipés qui devraient, si on suit la doctrine du ministère de l'Intérieur, arriver à ce que puisse justement s'exercer, que le droit constitutionnel le reconnaît, ces rassemblements de manière pacifique. Alors, on a vu que le ministre avait donné des explications idéologiques sur cette particularité française. Ce seraient des barbares qui viennent vers Paris avec une fabrique à barbares qui seraient les responsables et qui seraient une particularité française. J'observe avec d'ailleurs intérêt que cette réflexion du ministre de l'Intérieur, il l'a fait au coup de sifflet final, et donc on peut supposer qu'il avait déjà des informations suffisantes pour identifier les auteurs des casses, etc., qui venaient de se dérouler en temps réel. Vous avez compris que j'en doute largement, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une accusation, les barbares, sans aucun fondement, puisqu'ils n'avaient aucune information, si ce n'est qu'ils savaient qu'il y avait des échauffourées. On sait à quoi ça fait référence chez lui, puisqu'il a parlé de déconstruction culturelle. Quand on parle de barbares, ça veut dire qu'en général, les gens ne sont pas civilisés, et on sait que dans différents écrits, le ministre de l'Intérieur estime qu'il y a une civilisation judéo-chrétienne, donc on peut supposer que ces barbares n'appartiennent pas à la civilisation judéo-chrétienne. Suivez mon regard pour voir les soubassements racistes de cette expression. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on cherche à expliquer un fiasco lors d'événements et de sécurité publique sur des événements sportifs en pointant la responsabilité d'un tel ou un tel. Le 28 mai 2022, match Liverpool-Madrid, qui se déroule dans des conditions absolument épouvantables, qui fait que le match a été obligé de décaler d'1 heure. C'est totalement inédit dans les matchs de l'UEFA depuis au moins les événements dramatiques du Ezel que ça se passe comme ça. Et à l'époque, qu'est-ce que fait Darmanin? Il attaque d'abord les jeunes des quartiers populaires, ça se révèle totalement infondé, et il finit par attaquer les supporters de Liverpool. Il a dû faire ses excuses il y a quelques mois sur ce sujet. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a une explication qui est donnée, à mon avis, quelque chose qui doit être posé, c'est ce que veut faire cette commission d'enquête, non pas les hommes sur le terrain, j'insiste, mais la doctrine et la chaîne de commandement qu'il faut interroger. Pourquoi? Des questions. Pourquoi, par exemple, n'arrive-t-on pas, justement, quand il y a autant de policiers, à empêcher des événements qui étaient manifestement très ciblés sur certains magasins, d'ailleurs, qui étaient restés non barricadés alors qu'ils avaient un lien avec le sport sur les Champs-Élysées. On peut se poser la question, et pourquoi finalement, au bout d'un moment, la manière d'exercer cette sécurité, ce maintien de l'ordre, soit de s'en prendre, on a plusieurs témoignages là-dessus, à l'ensemble de la foule, en les aspergeant de gaz lacrymogène, voire de tirs de LBD, avec un peu l'idée qu'on asperge de lacrymogène, et puis quelque part, on en arrête un certain nombre, et la justice reconnaîtra les coupables. Bon, il y a dans cette façon de faire quelque chose qui évidemment provoque inévitablement de la panique, provoque du désordre, peut provoquer plus de violence en retour, et évidemment ça nous semble être une doctrine totalement à la fois inefficace et injuste.
Pour toutes ces raisons, nous allons demander cette commission d'enquête afin de expertiser ce fiasco dont le ministre de l'Intérieur, vous aurez compris pour nous, est directement responsable. Juste encore un mot, on a l'impression aussi d'avoir une espèce de construction idéologique parce que ces événements sont graves. Nous condamnons de manière très forte les casseurs qui ont agi ainsi, c'est évident, mais ce que nous observons, c'est que tous les témoignages montrent que c'est une minorité et nous sommes assez étonnés que dans toute la journée du dimanche, on ait, j'allais dire volontairement ensuite, surdramatisé les événements. Ils étaient déjà suffisamment graves, mais par exemple, en assimilant les 2 morts de cette soirée-là aux événements liés au match Paris Saint-Germain-Milan. Il y en a un, c'était à Dax, ça s'est révélé être un homicide sans rapport, et le deuxième, certes, c'était des supporters dans une voiture du Paris Saint-Germain qui ont heurté un 2 roues, mais on ne peut pas dire que ça soit directement lié, j'allais dire, au fait, à ce qui s'est passé aux Champs-Élysées. Donc il y a eu en plus de ça une volonté, peut-être pour préparer les esprits à une nouvelle gestion de maintien de l'ordre du même type lors des prochains événements sportifs. Je m'interroge sur cette façon de faire et je souhaite que une commission d'enquête s'y interroge de manière plus précise. Voilà, merci. Merci. Question ? Personne n'a de questions ? Vous n'oubliez pas de vous présenter. Oui, bonjour, Gabriel Bourvitch pour l'agence France Presse. Vous n'avez pas évoqué, à ma connaissance, un mot que je n'ai pas entendu, la motion de censure que vous défendrez demain. Est-ce à dire que vous pariez déjà sur son échec ? Ok, autre question ? Bonjour, Adrien Brachet, Le Point, justement sur la motion de censure. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les socialistes et est-ce que vous avez espoir qu'il y ait un vote de leur part favorable à cette motion ou pas du tout ? Autre question ? J'en prends plusieurs, comme ça on va... Oui, bonjour, Robin Richardot pour Le Monde. Sur la niche parlementaire de jeudi, vous l'avez dit, il y aura le Parlement votera sur la réforme des retraites, mais vous avez dit que ça ne serait pas contraignant non plus. Est-ce que ça risque pas d'être un coup d'épée dans l'eau ? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, selon vous, de poursuivre d'une autre manière cette discussion ? Ok. Bonjour, Frédéric Delpech pour TF1 LCI. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le racisme d'atmosphère qui serait diffusé par Bruno Retailleau ? C'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Faure ce matin également. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ok. Alors, sur question motion de censure, moi je veux dire que pour nous c'est très important d'avoir cette motion de censure donc, qui interviendra mercredi à 14h. D'abord parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il y a un 49.3 parlementaire avec une Assemblée nationale qui est piétinée, avec des députés à qui on demande de ne juste plus exercer leur droit de parlementaire. Je rappelle que lorsque l'on discute dans l'hémicycle des amendements, lorsque l'on vote dans l'hémicycle, c'est aussi sur la sincérité des débats dont parlait Karen Hérodi juste avant, c'est aussi ce qui permet d'éclairer sur la volonté des législateurs. Donc, nous ne parlons pas comme ça dans le vide. Donc, nous sommes fiers que s'il y a un 49.3 parlementaire, comme ça a été fait maintenant 2 fois en une semaine, qu'il y ait une réaction de respect de la dignité du Parlement. Alors ensuite, sur les socialistes, j'ai cru entendre que ce n'était pas ce qui les intéressait, puisque ils ont dit on verra plus tard sur un autre sujet, sur la censure du gouvernement. Mais en tout cas, il y aura la possibilité mercredi, que chacun se détermine comme parlementaire et comme député s'il veut respecter la dignité de sa fonction et donc respecter l'Assemblée nationale en permettant de voter cette motion de censure. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on vous disait tout à l'heure, à la fois avec Karen Hérodi sur la 69, avec Alma Dufour sur le besoin d'écologie populaire que nous avons dans le pays et sur le moment historique dans lequel nous sommes, toute l'humanité, je veux dire la génération humaine qui est en train de vivre dans le seul écosystème compatible avec la vie humaine, je crois que cela appelle au moment où nous avons des décisions qui sont
très graves qui auront des implications pour cette génération humaine, mais aussi pour les générations futures, qu'il est important de marquer aussi le recul qui est fait sur la question des droits environnementaux et donc de l'écologie. Ça, c'est la première chose. Donc ensuite, chacun se déterminera et vous poserez la question aux socialistes et aux autres ce qu'ils feront. Ça, c'est la première chose. Sur la niche GDR, donc avec ce que vous disiez, pour reprendre votre terme, le coup d'épée dans l'eau. Alors nous aurions effectivement préféré, d'ailleurs nous avions demandé à chacun des groupes du nouveau Front Populaire lorsqu'il était toujours actif, lorsque les socialistes ne l'avaient pas quitté, nous avions demandé à chacun des groupes de gauche, en tout cas de cette Assemblée, de reprendre le texte là où il était resté dans notre niche parlementaire, parce que cela faisait évidemment avancer le texte à chaque fois sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, et qu'on peut imaginer que si on avançait dans chacune de nos niches, alors nous aurions pu arriver au bout du texte et que l'obstruction qui était faite par les macronistes et la droite devait à un moment s'arrêter pour laisser juste l'Assemblée voter. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé et donc nous avons une résolution qui effectivement n'est pas contraignante, mais je le dis, elle réaffirmera quand même face à ceux qui ne cesse de dire que, la retraite ne serait plus le sujet des Français. Je rappelle que tout le monde travaille déjà 6 mois, 9 mois, ou à la perspective de travailler 2 ans en plus. Donc oui, les Français ont toujours en tête le vol de 2 ans de vie qui leur a été fait. Et permettra de rappeler surtout qu'il y a une majorité large pour l'abrogation de la retraite à 64 ans et qu'il suffit de laisser l'Assemblée voter. C'est bon pour vous? Non? Il y a une autre question. Ah pardon, c'était pour Thomas Porte, c'est pour ça que je me suis arrêtée. C'est pas la première fois qu'on dit de Bruno Retailleau qu'il alimente un racisme d'atmosphère. Je rappelle quand même que c'est un homme politique qui s'est fait connaître en parlant de régression vers les origines ethniques. Naël par un policier, c'est un homme qui fait l'apologie des belles heures de la colonisation, c'est un homme qui dans un meeting avec des responsables d'extrême droite est venu crier « à bas le voile » avec les conséquences qu'on connaît derrière, c'est-à-dire des femmes qui ont été victimes d'agressions dans la rue, qui se sont fait arracher le voile. C'est un homme qui, du matin au soir, cible nos compatriotes de confession musulmane, qui dit, Éric l'a souligné, le mot barbare, pour parler de ce qui s'est passé après la victoire du Paris Saint-Germain. Barbare, c'est dans l'idéologie d'extrême droite, c'est le récit colonial, pour justifier la colonisation, qu'il y aurait des civilisations non civilisées, dont les étrangers. C'est ça, Bruno Retailleau. Ces mots, aujourd'hui, dans l'espace public, ils encouragent le passage à l'acte et ils ont une responsabilité très lourde. Et Aboubacar Cissé l'a payé de sa vie. Ce week-end, un homme dans le Var l'a payé de sa vie. Donc Bruno Retailleau est aujourd'hui un responsable politique qui, par ses mots, chaque jour, dans l'espace public, dans l'espace politique, encourage le passage à l'acte et est un danger pour les musulmans de ce pays. Il n'avait même pas daigné se déplacer pour rencontrer la famille d'Aboubacar Cissé. Sa seule réflexion avait été de dire c'est des gens qui n'ont pas de papier, ils ne sont pas faciles à retrouver. Quand des gens sont sans papier dans ce pays, Bruno Retailleau sait très bien envoyer les policiers pour aller les chasser. Donc c'est un homme qui est dangereux, qui alimente un racisme d'atmosphère. C'est un ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui raciste et islamophobe. Merci.